On va maintenant accueillir deux autres personnalités qui ont à nouveau des regards qui sont complémentaires sur la thématique qui est la nôtre, notre place dans l'univers. La première s'appelle Victoria Guillaumont. Elle est autrice, réalisatrice d'un documentaire qui est en train de commencer à sortir, qui s'appelle Shimla, dont elle va nous parler. Et elle est également la fondatrice d'un podcast qui s'appelle Nouvel Œil. Et enfin, on va accueillir également Maxime Blondeau, qui est cosmographe et qui, par le biais de publications, dans médias, etc., nous amène à nous questionner sur notre vision, notre rapport au territoire. On peut les applaudir également. Dans le panel précédent, on a entendu parler quand même du besoin de retourner à cette question des liens, à cette question aussi de soi par rapport à toutes ces questions qui sont vertigineuses. Toi, de ton côté, Victoria, tu te poses ces questions-là au quotidien par le biais de ton podcast. Comment est-ce que ça a commencé? Je sais que c'est quand même très ancré dans ton histoire personnelle, parce qu'on est amis aussi en dehors des scènes, donc je sais que tu aimes bien partager cette histoire. Oui, merci. Je me demandais d'ailleurs si tu allais me tutoyer ou me vouvoyer. Je me suis dit, si elle me vouvoie, ça va faire très étrange. Merci à tous d'être ici. Mon engagement a commencé très tôt, et notamment au cours d'un voyage humanitaire en Inde que j'ai fait quand j'ai eu 18 ans. Et au retour de ce voyage, j'ai fait le lien très direct qu'il y avait finalement entre la crise écologique et la crise de sens généralisée dans nos vies, que je ne conscientisais pas forcément avant. J'ai toujours eu une conscience écologique parce que je suis née dans la campagne, mes parents sont agriculteurs. Et donc je voyais déjà dès toute petite les conséquences du dérèglement climatique, qui ne sont pas pour demain, qui sont déjà présentes. Mais j'avais une vision de l'écologie qui était très clivante, très urgente, très colérique, et qui me faisait du mal à cet âge-là. J'avais l'impression que c'était une montagne à surmonter qui n'était qu'une question de sacrifice finalement, et il y a des méchants, il y a des gentils, c'est noir ou c'est blanc. Et en fait, j'ai ouvert une porte, celle de l'écologie intérieure, Cécile Renoir en a parlé tout à l'heure un petit peu, en faisant ce lien du fait que quand on s'engage avec ces énergies globalement très négatives, finalement on s'abîme aussi de l'intérieur. Et à ce même moment, je me posais des questions très existentielles qui sont universelles, qu'on se pose tous plus ou moins à un moment donné dans notre vie, qui sont pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous rend profondément heureux, qu'est-ce qui impacte le monde. Et c'est des questions très vertigineuses parce que les questions sont personnelles, il n'y a pas de plus A, plus B, plus C pour en arriver à une conclusion qui soit duplicable. Et je me posais ces questions précisément à mes 18, 20 ans, autour de ces âges où on est perdu, où on ne sait pas vraiment qui on est, et où on a tendance à construire notre identité personnelle dans l'accumulation, dans le faire, dans des relations qui nous sont parfois nocives, mais qu'on garde autour de nous parce que ça fait stylé. Et donc je me sentais assez perdue par rapport au fait de devoir trouver ma place, mais j'avais l'impression qu'il fallait forcer cette place pour qu'elle soit concevable dans la société et qu'elle soit cohérente. Et donc j'avais l'impression tout le temps de vivre en dissonance cognitive, de vouloir m'engager pour l'environnement, tout en devant construire le parcours du parfait petit soldat qui fera tout bien, tout vite et de la meilleure manière. Et donc là, j'ai commencé à me poser et à ouvrir la porte de la méditation, qui fait très peur aujourd'hui. On peut mettre le mot spiritualité derrière, tous ces mots qui sont très galvaudés. Je ne mets même pas le mot religieux derrière, parce qu'encore une fois, ça peut cliver beaucoup de choses, je pense. Mais du moins, j'ai laissé de la place pour le silence et pour ces choses qui ne s'expliquent pas et qui sont de l'ordre de l'intuition, et qui renouent avec l'émerveillement et toutes ces choses un peu impalpables. Et dans ces temps de vide et d'introspection profonde, je me suis dit qu'en fait, c'était précisément dans ces questions où on allait chercher au cœur de nous-mêmes, de qu'est-ce qui t'anime au plus profond, qu'est-ce qui brûle en toi, qu'il y avait au final globalement toutes les réponses aux mots du siècle. Et en fait, il y a une phrase qui va résumer tout ce que je viens de dire, qui m'a beaucoup marquée, que j'ai entendue quand j'avais 23 ans, je crois, d'Edgar Morin, qui dit « La grande crise de l'humanité est celle d'une humanité qui n'arrive pas à accéder à l'humanité ». Et je me suis dit « Waouh, mais en fait, dans une phrase, tout est dit. » Et si on dissèque cette phrase, on a les clés, du moins, pour beaucoup de ces réponses. Maxime, je pense qu'il y a un truc qui vous relie, en tout cas dans ce que Victoria vient de dire, c'est un peu cet appel à l'émerveillement et à nouveau porter un autre regard sur le monde qui nous entoure, pas forcément sur soi, mais ça peut être aussi sur la connexion qu'on a avec un territoire, un endroit qui nous a marqué. Comment est-ce que ça s'est fait, cette bascule, pour toi? Et comment est-ce qu'on fait revivre finalement ce métier de cosmographe, c'est un peu cette posture-là au monde, dans un monde où à nouveau on a plutôt
été attiré pendant longtemps par, je dirais, une approche très technique, comme on a pu en parler tout à l'heure. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors, partie perso et puis ensuite partie fond. Ouais. Partie perso, moi, mon parcours, c'est école de commerce. Ensuite, Sciences Po Paris, donc en gros politique, affaires publiques. Et ensuite, 10 ans après, anthropologie, sciences humaines. Et en gros, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler et puis j'ai arrêté mon boulot et je suis parti en Chine, Himalaya, pendant près d'1 ou 2 ans. Et puis je suis allé m'installer à Rome où j'ai commencé à écrire et à m'interroger sur les civilisations, prendre du recul. Donc, mon parcours, un petit peu comme le tien, s'inscrit aussi dans le voyage, la rencontre de l'altérité, la découverte de spiritualités différentes de celle d'où je viens. Moi, je viens d'un monde, mes parents, c'est le monde rural, paysan, beaujolais, catholique zombie, dit Emmanuel Todd. En gros, c'est une très grande présence catholique, mais ancienne, d'il y a 1000 ans, donc qui a évolué sous plein de formes différentes. Je viens de là. Aujourd'hui, j'habite en Bretagne, dans le sud du Morbihan, sur Goff du Morbihan, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est moi, mon perso. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 10 ans que j'enseigne à Sciences Po, et ce que j'enseigne, c'est la cosmographie. Alors, point de vocabulaire, cosmographie, qu'est-ce que c'est? C'est la science ou l'art de représenter l'univers. Parce que la question qui se pose de quelle est notre place dans l'univers, comment est-ce qu'on peut trouver notre place dans l'univers, moi, je pose la question de qu'est-ce que c'est que l'univers? Et comment est-ce qu'on se le représente? Comment est-ce qu'on le raconte? Comment est-ce qu'on le voit? Quand on a une entreprise, comment est-ce qu'on voit, ou on regarde, ou on collecte des données sur l'univers? Et en gros, moi, j'ai fait ça au travers d'une discipline qui s'appelle l'anthropologie des techniques. Par exemple, certains connaissent peut-être Bruno Latour ou des gens comme ça. C'est de l'anthropologie des techniques qu'ils font. C'est-à-dire, ils se posent la question de l'impact des technologies sur l'humanité. Et quelle est la grande leçon de l'anthropologie des techniques? C'est qu'en fait, les technologies sont une puissance spirituelle. Comment? En fait, tout choix technique, toute décision en matière de technologie a un effet sur les utilisateurs, donc les humains que nous sommes. Ça change notre perception de l'espace et du temps. Quand on a du feu, on voit dans l'espace plus loin, et ça change notre rapport au temps. On peut veiller la nuit quand on a un homme préhistorique au paléolithique. Mais en fait, ce changement qui se compose dans notre perception du territoire, c'est un changement d'ordre spirituel, de rencontre d'espace et du temps, et donc ça fait une connexion entre technologie et spiritualité. Et en gros, ça m'a fait prendre conscience qu'avec ce qui se passe au niveau du numérique aujourd'hui, depuis 10 ou 20 ans, nous sommes dans une révolution cosmographique, c'est-à-dire une révolution de la façon dont on pense l'univers. Aujourd'hui, un collégien en Afrique, il reçoit des photos de Tokyo, de Rio de Janeiro, il peut voir des images de New York et du monde entier. Et ça, c'est ce qui m'interroge. À l'origine, la cosmographie, c'est une très ancienne discipline. Elle a 2000 ans, 2500 ans. Vous aviez dans l'Antiquité grecque ou en Égypte antique des cosmographes qui essayaient de représenter le monde, dessiner des globes, comprendre la distance entre l'humanité et les astres. Bon, c'est ça qui faisaient les cosmographes. Aujourd'hui, c'est de l'astrophysique, la cosmographie. Mais moi, ce que je fais, c'est je ne m'intéresse pas à l'univers au sens la naissance des galaxies, la source de la lumière. Je m'intéresse à l'univers vécu, qui est le territoire. Et donc, comment est-ce qu'on peut se représenter l'endroit où l'on vit? Quelles imbrications, quelles relations, quelles interconnexions on voit? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quelles sont les dimensions qu'on occulte de l'univers dont nous dépendons? Donc c'est ça que je fais, cosmographie, et c'est à la fois spirituel et technologique. Donc en fait, je travaille le lien entre les deux. Justement, sur cette question du lien et d'imbrication, on parle de plus en plus du fait de devoir prendre soin de soi. Puisqu'il y a l'image qui est dans les avions que je ne vous invite pas à prendre, où on nous dit toujours « mettez votre masque avant de mettre celui à votre enfant », ce qui paraît totalement déconnant. On se dit en tant que parent, j'ai envie de protéger mon enfant le plus vite possible, mais en même temps, si toi, tu es en train de manquer d'oxygène, tu ne vas pas l'aider longtemps. Donc il y a vraiment cet enjeu aussi de se dire, si je vais mal, comment est-ce que je peux faire du bien autour de moi et faire du bien au reste du monde. Donc finalement, est-ce que justement se prendre soin de soi, c'est pas un peu une brique qui est entièrement reliée aux politiques et à l'écologie au sens large, Victoria? Oui, et au-delà d'être une brique, je pense que c'est la base de tout. Et on l'occulte souvent parce qu'encore une fois, c'est vertigineux, ça nous ramène à des questions qui n'ont pas de réponse toute faite et qui se déconstruisent, qui évoluent avec le temps et qui sont très personnelles au final. Et puis, il peut y avoir quelque chose aussi d'égoïste, à se dire je prends du temps pour moi et je dis non à telle proposition, parce qu'on est
très rattaché quand même au regard des autres, on a ce besoin d'appartenance, de sécurité, et donc au final on en vient à beaucoup projeter sur les autres ou projeter dans des choses ce qu'on essaie de réparer en nous-mêmes, mais c'est bien souvent des fuites en avant. Et quand on a un temps de vide, plutôt que de le laisser dans le vide, on va essayer de l'occuper, de le remplir par des choses à faire, par de l'achat compulsif, et en fait tous ces mécanismes qui sont très psychologiques, ils disent beaucoup aussi de notre époque et de l'autodestruction qu'on est en train de faire de notre humanité. Alors que si tout simplement on met sur pause et qu'on se dit « Ok, là j'analyse ce que je suis en train de ressentir et pourquoi j'allais agir comme ça », et qu'on prend un petit peu un pas de recul pour ne pas agir en aversion ou en désir à chaque situation, mais en y prenant du recul, on touche à des choses beaucoup plus profondes qui sont de l'ordre d'une philosophie de vie, presque. C'est vraiment je dirais presque une métamorphose sociétale en fait. Et pour rebondir sur ce que disait Maxime, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ces sujets qui sont reliés à un état de conscience en fait et de présence au monde. Et c'est pas tant des solutions techniques ou des projections avec des tableaux Excel sur le futur, mais c'est plus déjà là dans l'instant quel état de présence on porte au monde dans ce qu'on fait, dans comment est-ce qu'on se nourrit, mais pas simplement au sens propre du terme, comment est-ce qu'on se nourrit de lecture, de relations, de choix, de choses, et comment est-ce qu'on habite le monde de manière générale aussi. Et donc plus à se poser des questions avant de penser « Ah, je vais faire ça parce que combien ça va me rapporter dans telle année ?» Mais je fais ça, pourquoi est-ce que je le fais et est-ce que ça vibre profondément en moi? Est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que c'était bien de le faire, parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que ça va sécuriser mon CDI dans 10 ans ou est-ce que je le fais parce que profondément ça vibre et qu'il y a quelque chose qui me dépasse? Mais pour arriver à toucher ça, c'est un espace qui est dans l'écologie intérieure, dans l'introspection. Et ça, je pense, en tout cas, j'aimerais encourager ça, que ça passe par l'éducation et dès le plus jeune âge, en fait, de nous dire déjà à l'école, en fait, qui es-tu toi? Quelle est ta singularité? Qu'est-ce qui fait que tu es différent de ton voisin? Et au même titre qu'on nous apprend à calculer des chiffres et je ne sais même plus comment on appelle ça, avec les 2 au-dessus et tout, de juste nous poser la question de c'est quoi pour toi le bonheur? Et je sais que Frédéric Lenoir le fait, il dispense des cours, des ateliers de philosophie, parce que c'est aussi rattaché à la philosophie tout ça, dès les écoles primaires. Et en fait, il est toujours très étonné des réponses qu'il a sur c'est quoi le bonheur pour vous? Et c'est des questions très matures en fait que les enfants proposent de manière très spontanée. Et il y a cet élan spontané d'enfant qu'on perd en grandissant et qu'on aurait tous intérêt à retrouver. Donc pour moi, c'est presque un muscle en fait qui se travaille et dès l'enfance. Mais il y a quelque chose de paradoxal à notre époque, c'est qu'en même temps, on vit une période où on a une ministre, en tout cas une figure politique qui invite les enfants presque dès la maternelle à se dire quel métier tu veux faire et comment tu vas produire de la valeur pour ce monde. On a le développement personnel qui n'a jamais été aussi présent. Enfin, il suffit d'aller se balader dans une librairie pour voir justement la place que le développement personnel prend dans les rayons. Et pour autant, on a l'impression qu'en fait, on se pose toutes les questions, mais à chaque fois, c'est les mauvaises questions de la mauvaise manière. Parce que oui, un rapport au monde, c'est une question, c'est un angle, mais il y a un rapport au monde basé sur quel taf tu vas faire plus tard et sur comment est-ce que toi, uniquement toi, tu peux aller mieux sans se poser la question de comment est-ce que toi, tu viens t'imbriquer dans ce reste de la société. Finalement, on fait une impasse un peu sur des enjeux importants. En fait, je pense qu'on essaie aussi de répondre à ces questions. En fait, on se déresponsabilise presque de ces questions et on attend encore que ce soit une autre personne ou quelque chose qui nous donne les réponses. Plutôt que en fait, il n'y a pas besoin de livres, il n'y a pas besoin de conférences, de séminaires sur 20 jours qu'on paye 3 000 € pour avoir des réponses à qui tu es. C'est simplement du temps de vide où tu n'as pas ton téléphone, tu ne vas pas marcher avec ton copain, ta copine, tes parents, juste tu es dans la forêt, tu renoues à tes sens, et tu écoutes ce qui se passe en toi. Et c'est hyper vertigineux et il y a beaucoup de personnes qui se disent vouloir méditer et qui disent « mais c'est pas pour moi ». Mais en fait, c'est pour personne la méditation. Et moi, la première, je suis une hyperactive, j'ai toujours envie de faire 1000 trucs. Et quand j'ai commencé à me poser, à me dire « Attends, arrête de tout le temps fuir, en fait. Juste pose-toi, ferme les yeux et réfléchis à ces questions profondément, plutôt que d'essayer de chercher des réponses dans ce qui ne t'appartient pas. » Je répondais « mais c'est pas pour moi. Moi, j'y comprends rien à ces trucs, c'est encore des machins perchés, c'est pas pour... » Et en fait, petit à petit,
Tu dis non, en fait là tu essaies encore de rationaliser, d'essayer de trouver des excuses pour ne pas le faire, mais commence par 3 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes. Et après ça devient une hygiène de vie qui est vitale parce qu'on en ressent les bienfaits, mais sur le long terme. Et on est tellement dans une société où on veut voir les résultats tout de suite, où il faut tout de suite et que ce soit visible, que ce travail introspectif il se fait seul, ça demande beaucoup de rigueur, une détermination, et ça se fait sur du long terme. Et donc, on s'en remet à des livres, à des programmes, à des gourous qui vont nous dire comment vivre. Et donc on s'y perd. Et forcément, le système capitaliste se met dans cette brèche et puis en fait quelque chose de commercial. Mais juste le fait qu'il y ait un tel engouement aujourd'hui autour du développement personnel, on l'appelle comme on veut, la méditation, tous ces stages de yoga, etc., mais ça en dit tellement long sur notre époque, en fait. Ça en dit tellement long sur le fait qu'on a besoin de silence, qu'on a besoin de retour à la nature, de retour à l'essentiel. Voilà. Je pourrais partir dans des débats sans fin. En vous écoutant, évidemment, je me dis qu'on a besoin de se poser toutes ces questions. On a besoin, en effet, d'aller nourrir notre regard et de le faire par différentes manières. En effet, en apprenant à la fermer, en apprenant à regarder. Mais je me dis, nous, là, on est entre nous, on a le temps de faire ce genre de truc. On a le temps, en effet, d'aller se poser dans une bibliothèque pour se dire qu'est-ce que les gens pensaient ou faisaient il y a 3000 ans. On a le temps de se dire qui j'ai envie d'être, comment est-ce que j'ai envie de le faire et de ralentir. Mais ça, c'est des privilèges qu'on n'est pas toutes et tous en mesure de débloquer. Je pense à mes parents qui travaillent dans le bâtiment, ma mère qui travaille en supermarché. Ils ont à peu près 5 heures de libre dans leur semaine. Ils travaillent du lundi au dimanche. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas se retrouver avec des questionnements qui malheureusement vont encore arriver dans les écueils de l'écologie politique telle qu'elle est aujourd'hui, qui est un truc de blanc privilégié qui aujourd'hui demande quand même des ressources. Et évidemment, c'est une question qui est vertigineuse, mais... Alors pour connecter un petit peu avec ce qui vient d'être dit juste avant par Victoria, avec aussi le sens de la cosmographie que j'essaye de développer dans mes cours ou sur les réseaux sociaux, si certains d'entre vous sont tombés sur mes publications, je dirais que ce qui peut être à la croisée de tout ce qu'on vient de dire, c'est la notion d'écologie de l'attention. Donc à la croisée de l'écologie intérieure dont tu parles et donc le développement personnel et cette idée de faire le vide et d'aller gérer aussi ses propres énergies et puis sa relation avec l'univers, avec l'espace-temps, c'est crucial, mais l'écologie de l'attention dépend aussi des structures dans lesquelles on est intégré, structure économique, structure sociale, structure technologique. Et en fait, l'écologie de l'attention, c'est-à-dire la réflexion sur le fait que notre attention, notre temps de cerveau disponible, si vous voulez, notre présence cognitive, ce à quoi on prête attention, ou on fait attention, le monde anglo-saxon dit on pay attention, beaucoup plus transactionnel, ce sujet-là, il est à la croisée de notre rapport au monde et à l'univers. Et en effet, c'est un sujet économique, capitalisme, c'est un sujet de spiritualité. C'est pas pour rien que les grandes révélations, les grands prophètes, Bouddha ou Mahomet ou Jésus, se sont produites dans une petite escapade dans le désert. Parce qu'en fait, c'est des moments où on va se reconnecter physiologiquement au territoire, à l'univers, à l'espace et au temps. C'est le moment où en fait, on fait des méditations parce qu'on est dans des structures de sollicitation cognitive qui sont beaucoup plus propices à la croissance et au développement. Donc en fait, la question que je pose aussi dans mon versant technologique, c'est celle de l'écologie de l'attention et donc du temps que l'on consacre aux choses, ce à quoi on prête attention et ce à quoi on ne prête pas attention. Et en effet, c'est un sujet hautement social parce que en fait, tout ne dépendra pas de notre énergie psychique intérieure, qui est cruciale à déconnecter, à débloquer, à reconnecter ou à débloquer, mais ça dépend aussi de structures bassement matérielles, économiques et technologiques qui nous enferment, mais qui potentiellement peuvent aussi nous réouvrir. Donc travailler la structure technologique, c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un sujet hautement spirituel, c'est un sujet écologique, c'est un sujet attentionnel, c'est un sujet de relation à l'univers.
Et c'est ce que tu mentionnais, Victoria, où en fait on a l'impression que pour aller bien et pour se reconnecter à tout ça, il faut payer une retraite de yoga, je sais pas où, il faut acheter un bouquin. Même aujourd'hui, pour aller courir, on nous vend en fait une image où il faut avoir les dernières chaussures avec la dernière technologie sortie par je ne sais quelle marque, etc. Et toi, c'est ce que tu viens critiquer, c'est ce que tu montres, c'est que non, si tu as une paire de chaussures, même si elle est trouée, même si tu es pieds nus, tu peux aller faire tout ça. Oui, mais c'est en ça que pour moi, c'est pas une question de privilège. Pour moi, c'est une question de choix. Et bien souvent, les personnes qui ont le moins de privilèges sont les personnes les plus connectées à elles-mêmes, paradoxalement. Et on a l'exemple de Pierre Rabhi qui parlait de sobriété heureuse. Vivre avec moins, justement, ça nous pousse à être moins riches aussi. Et donc, ça laisse plus de place pour le vide, et donc plus de place pour des choses qui ont vraiment du sens. Et c'est typiquement des personnes qui vivent, entre guillemets, dépouillées de tout d'un point de vue matériel, mais qui sont donc beaucoup plus riches de choses immatérielles, qui m'ont éveillée à ça. C'est quand j'étais dans ces bidonvilles en Inde à 18 ans que j'ai vu des personnes qui n'avaient pas la richesse qu'on a en Occident, et des sourires comme je ne vois plus en France, en fait. Et c'est ça qui m'a touchée. Je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, on m'a toujours dit que ces gens étaient pauvres, mais je leur découvre une richesse que nous, on n'a plus en France. Et donc, pour moi, c'est pas tant une question de privilège. Alors oui, encore une fois, l'éducation joue un rôle immense sur ça, et si on ne nous sensibilise pas à ces sujets, si on n'a pas une famille qui est ouverte à ça, ma famille n'est pas du tout ouverte à ça, si on n'a pas une bonne rencontre au bon moment qui nous ouvre un peu cet espace intérieur, évidemment que la force ne suffit pas. Je suis bien d'accord que ça demande des outils intérieurs qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais par contre, qu'on soit riche ou pauvre, ça ne dépend pas de ça, vraiment. Vraiment, je dis, c'est pas que ça dépend de ça, mais qu'en fait, on est plus dans une posture et une société où aujourd'hui, on a des classes populaires, etc., où c'est un peu, on a l'impression d'être des enfants avec un bonbon qu'on nous met juste devant la bouche et on nous dit, il est très bon ce bonbon, mais tu ne vas jamais y croquer. Tu vas jamais le goûter, et c'est ça en fait moi que je viens critiquer, c'est que en effet on peut ne pas avoir besoin de tout ça, et c'est clairement démontré par tous les exemples que vous avez cités, qui ont été cités par Gabriel, etc. Mais en fait on nous a enfermés vraiment dans un schéma de pensée où on nous dit si tu n'as pas ça et si tu n'arrives pas à l'atteindre, on te prive du bonheur et on te prive de cette réalisation de toi-même qu'on arrive aujourd'hui à atteindre par d'autres biais. Oui, et ça c'est un travail de déconditionnement qui met des années et qui est hyper éprouvant en fait, parce que ça demande de remettre en question tout ce qu'on nous bétonne dans le cerveau depuis qu'on est tout petit. Il faut que tu aies ça pour être heureux, il faut que tu fasses ça pour être heureux, il faut que tu aies telle personne dans ta vie pour être heureux, il faut qu'à tel âge tu en sois ici, et c'est super culpabilisant en fait. Et d'arriver à enlever un petit peu ces couches de l'oignon, ça demande une force et une persévérance qui est éprouvante. Ah oui, ça fait pleurer les yeux. Ouais. Merci à tous les deux, je vois qu'on est arrivé au bout du temps. Merci à nouveau d'être venus sur cette scène pour partager tout ça. Bien sûr. Je crois que Victoria a un message pour vous, et ensuite on passera à la dernière petite surprise de cette session. En parlant de place de l'émerveillement, je viens de réaliser mon premier documentaire avec Johan Reboul. On est parti en Inde sans prendre l'avion pendant 6 mois. Et notre film sort au Grand Rex le 26 mai pour la grande première. Donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous invite peut-être à nous quitter, malheureusement. Il y a quand même un mot dans ce nom de session qui est la vie, et on a beaucoup parlé par le prisme de nous et de comment est-ce qu'on arrive à s'épanouir en tant qu'humain et à vivre nos petites vies de manière un peu épanouie, en tout cas le moins chaotique possible. Et pour autant, quand on parle de vie, il y a aussi le reste, tout ce qu'il y a autour dans cet environnement qu'on a longtemps justement soit délaissé, soit largement maltraité. Et donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut venir peut-être faire atterrir cette session, parce que ce qu'on veut aussi, c'est que vous repartiez avec des choses très concrètes en vous disant, notre place dans l'univers, elle se fait aussi par rapport à l'endroit dans lequel on a grandi, par rapport au reste du vivant, donc la fameuse question de la biodiversité. Il se trouve qu'en plus d'avoir fait une dépression à 28 ans, j'ai grandi dans une des zones les plus polluées de France. Voilà, j'ai la loterie de la vie, il y en a qui ne gagnent pas toujours. Cette zone s'appelle l'étang de Berre, ça vous dit peut-être rien, mais donc c'est une zone entre Aix et Marseille, qui est a priori très stylée, puisque le sud de la France, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, il y a le soleil, il y a les cigales, il y a le bruit de la mer, donc très kiffant. Le problème, c'est qu'en effet, on a des usines qui sont absolument tout autour de l'étang de Berre. On a ces usines-là qui viennent en effet avoir un impact
démesuré sur les écosystèmes, puisqu'on a cet étang qui aujourd'hui est largement maltraité, mais on a aussi un impact profondément ancré sur la santé des écosystèmes et des citoyens, puisqu'aujourd'hui on a un taux de cancer qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. On a des maladies chroniques qui sont en pleine explosion. J'ai tous mes voisins qui, globalement, ont décédé ou sont décédés de ce genre de maladie dans les dernières années. J'ai commencé à être malade quand j'avais 18 ans d'une maladie chronique inflammatoire. Donc tout ça, on voit que vraiment, il y a un lien. Quand on parle de ce qu'on fait aux vivants, on se le fait à soi-même, c'est réel, c'est très concret. Donc c'est une des choses qui m'a amené, moi, à me questionner, en tout cas, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la 6e extinction de masse, qui paraît un peu délirant comme ça, on se dit, mais c'est quoi ça ? Concrètement, c'est aujourd'hui, on le voit, les populations, que ce soit d'insectes, d'oiseaux ou autres, sont en train de se casser la figure de manière assez spectaculaire. Tout ça, c'est le résultat, la résultante de nos activités humaines. Et évidemment, on a un peu l'impression, quand on dit ça, que c'est des petits papillons et des petits insectes qui sont en train de disparaître, que oui, quand on ira rouler dans les routes de campagne, on aura moins de moustiques écrasés sur notre pare-brise, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi toute une relation d'interdépendance avec ce vivant qui est en train de disparaître. C'est aussi les moyens de vivre et d'habiter cette planète qui sont en train de se détériorer. Et là, ça paraît à nouveau très méta. On se dit, oui, habiter le monde, on y arrivera toujours parce qu'on est une espèce inventive. Il y a des limites à tout ça, parce que ce soit pour notre oxygène, pour notre nourriture, pour les choses qu'on met sur nos vêtements, pour les meubles qu'on construit, tout vient à un moment donné de la biodiversité. On a connu toutes et tous ici la pandémie, le Covid, qui nous a bloqués chez nous pendant une certaine période, qui nous a invités à la fermer et à arrêter de courir dans tous les sens. Et évidemment, on a commencé à parler de notre lien entre interespèces, justement sur la question de la santé, où on a vu que la pandémie du Covid, c'était aussi le résultat d'une maltraitance des écosystèmes. Puisqu'en détruisant les écosystèmes, on crée de plus en plus de situations dans lesquelles la faune sauvage va rentrer en contact avec nous. Une faune sauvage qui était auparavant très bien dans sa forêt, dans ses écosystèmes, et qui pour autant est porteuse et vecteur aujourd'hui de certaines maladies. Et quand on rentre en contact, on se transmet des choses. On se transmet des instants qui peuvent parfois être très stylés, et des maladies, comme le Covid-19. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en avant avec un concept qu'on appelle One Health, la santé planétaire, où on fait comprendre aujourd'hui que notre système de santé est mis à mal aussi du fait de ce qu'on est en train de faire finalement à la biodiversité. À nouveau, ça paraît très lointain, on se dit oui, on a eu une pandémie, mais on a les moyens d'endiguer tout ça, on a les moyens de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, on espère. Pour autant, il y a énormément de choses dont on n'est pas au courant. Il y a beaucoup de choses en termes d'activité et d'impact qu'on n'a pas forcément en tête. La preuve, je vous ai cité un exemple qui se passe dans votre propre pays, que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. L'étang de Berre, pourtant, c'est un des plus grands étangs d'Europe. Et combien d'entre vous n'en avez jamais entendu parler ? Et donc, je me suis mis à travailler depuis plusieurs mois sur cette question de l'effondrement de la biodiversité, sur comment est-ce qu'on peut alerter aussi en tant que journaliste, parce qu'on parle beaucoup de climat, on parle beaucoup d'émissions de CO2, et évidemment, il faut en parler, il faut continuer à en parler. Mais toutes ces autres crises sont en train de se passer simultanément. Et quand on commence à parler de l'effondrement de la biodiversité, évidemment, on se demande pourquoi. Il y a la question des pesticides, il y a la question de l'accaparement des espaces naturels qu'on est en train de mettre en place pour produire notre alimentation, pour construire des immeubles et des villas de personnes très privilégiées sur nos littoraux. Et on a aussi, parfois, la question de tout simplement générer plus de fric. Et ça, c'est ce qu'on a découvert avec Anaïs Théron, que je vais inviter à monter sur scène avec moi, qui est une personne assez extraordinaire avec qui je travaille sur de nombreux projets et qui va vous parler d'une question qui est le trafic d'espèces et qui est à nouveau très invisibilisée aujourd'hui et qui pour autant nous touche toutes et tous bien plus que vous ne pouvez le penser. On peut l'inviter à monter tout de suite avec nous. Merci beaucoup. Bonjour Anaïs, bienvenue. Bonjour Stacy, merci et merci à tous et à toutes d'être là. Peut-être que tu veux que je me présente ? Ouais, j'aimerais bien que tu me dises un peu ce que tu fais et pourquoi tu as commencé à t'engager sur ces sujets. Alors, je m'appelle Anaïs Théron, je suis une entrepreneuse engagée depuis longtemps. J'ai toujours été engagée, j'ai toujours été très sensible à ce qui est autour de nous. Et comme sûrement beaucoup de personnes ici, on vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible
que vous preniez trop en considération ce qui était autour de vous. En tout cas, vous étiez un peu niaise, c'était un peu synonyme aussi de faiblesse. Et moi, en fait, c'est le postulat totalement inverse. Je pense que la sensibilité autour de nous est un vrai levier d'activisme et un vrai levier pour agir. Et après plusieurs années à bosser auprès d'entreprises engagées, à avoir toujours le sens de tout ce que je faisais, je me suis dit, en fait, là, j'ai besoin d'aller plus loin. C'est super hein, qu'on parle, mais je pense que là, il faut vraiment s'activer et aller bouger les choses. Et je suis partie m'engager dans une ONG qui s'appelle Akatia, qui est basée en Côte d'Ivoire et qui travaille sur la protection de la forêt et sur le trafic d'espèces sauvages. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est le trafic d'espèces sauvages? Très peu de personnes, mais c'est normal, ça ne m'étonne pas. Je vais vous montrer ce qui est un peu notre travail. Notre travail, c'est d'être sur le terrain, de protéger la forêt et aussi de protéger des primates, notamment des chimpanzés et des petits singes qui sont issus de ce trafic et de braconnage. On va en parler avec Stécie. Le trafic, c'est un business extrêmement lucratif. C'est souvent avec une grande porosité sur le trafic d'êtres humains, sur la criminalité, sur la drogue, sur tous ces enjeux-là. Ça a des vrais enjeux économiques, c'est quelque chose de très systémique qui est en lien aussi avec des enjeux de corruption. Donc bref, c'est un gros sujet. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des animaux qui ont été saisis avant d'être achetés par des acheteurs, et on les réhabite à la vie sauvage. Donc on vit en forêt avec eux, on leur réapprend la vie sauvage, on leur réapprend à monter dans les arbres, on leur réapprend à créer du lien entre eux. Et vous allez me dire, ok, mais quel est le lien avec moi? Eh bien, le lien avec vous, c'est ça. Le lien avec vous, c'est ça. Aujourd'hui, il y a deux grandes raisons pour lesquelles les chimpanzés, mais plus globalement les primates sont braconnés. Il y a d'une part ce qu'on appelle la viande de brousse, donc c'est un mets qui est très prisé, mais c'est illégal. Donc c'est assez simple, entre guillemets, de s'en procurer, et ça décime des populations, notamment des adultes. Et puis les bébés, notamment les bébés chimpanzés, sont achetés sur le trafic illégal d'espèces comme animaux de compagnie. Et donc, ces animaux de compagnie vont être achetés soit par des zoos peu scrupuleux, soit par des influenceurs qui vont créer du contenu sur les réseaux et qui vont s'enrichir, mais on parle de sommes astronomiques. On peut parler jusqu'à 50 000 € par jour en créant du contenu de ce type-là, que souvent, quand on tombe dessus, on peut trouver ça mignon, attendrissant, un peu choupi. Oh, mais ils sont mignons, ils sont en train de s'aimer, de se câliner. En fait, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas du tout en train de s'aimer et de se câliner. Ils sont juste maltraités, même si ce n'est pas des coups, ce n'est pas du sang, comme beaucoup de personnes peuvent entendre la notion de violence et de maltraitance. Et la vérité de ces contenus, c'est qu'ils sont poussés par l'algorithme de manière assez exacerbée, parce que justement, ça crée beaucoup d'interactions, ça crée beaucoup de likes, ça crée beaucoup de commentaires, donc ça ramène aussi beaucoup d'argent. Et il faut savoir que ce trafic-là est un des plus lucratifs, mais ça a aussi un vrai impact en termes de faune sauvage. Ce n'est pas juste quelques contenus qui sont par-ci par-là. Peut-être que vous, ça ne tombe pas dans vos feeds, mais il y a de très grandes chances que ça tombe dans le feed de vos enfants. Aujourd'hui, un des plus grands Snapchatteurs français qui a plus de 12 millions d'abonnés, qui est sûrement dans le téléphone de vos enfants, poste des contenus comme celui-ci et crée surtout des faux sauvetages. Donc, par exemple, ils vont acheter des animaux sur le trafic, ils vont faire des mises en scène en disant « Oh, mais regardez, j'ai trouvé ce petit singe sur la plage, perdu, abandonné, je vais le sauver ». Tout un storytelling pour le pire, qui crée beaucoup d'engagement, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, parce que ça crée aussi de la dopamine dans le cerveau. Et donc, ça va créer aussi beaucoup plus de revenus pour lui. Aujourd'hui, il y a des empires comme ça qui sont créés. Et donc, quand on tombe sur ce genre de contenu, on n'a pas la réalité derrière ça. Aujourd'hui, typiquement, pour un bébé chimpanzé qui est récupéré par un trafiquant, il y a 10 adultes qui ont été tués pour le récupérer. Parce que, évidemment, les animaux comme nous, qui sommes aussi des animaux, ont des organisations sociales, ont des liens entre eux, et donc les adultes protègent les bébés. Et après, on arrive à ce type de chiffres qui emmènent quand même l'espèce dans une situation extrêmement dramatique aujourd'hui. Là, on parle du cas des chimpanzés, on parle du cas des primates, mais c'est le cas pour une grande partie des contenus, notamment quelque chose que vous avez peut-être déjà liké, les petites loutres, que les gens trouvent ça très mignon, sur le dos, dans les baignoires, etc. C'est absolument pas mignon. C'est ce qu'on appelle du trafic d'espèces sauvages. Et c'est vraiment un sujet, et on s'en est rendu compte avec Stécie, qui est sous-traité, sous-médiatisé. Et je me demande d'ailleurs combien de personnes dans la salle ont déjà eu ce type de contenu ou liké ce type de contenu. N'ayez pas honte, voilà. Ouais. Dans le cas, je pense qu'il y a différents types de contenus. Il y en a avec les animaux sauvages qui sont du coup en lien aussi avec le trafic d'espèces sauvages. Et puis après, il y a la mise en scène aussi d'animaux de compagnie, mais qui sont encore un autre sujet. Mais donc, il y a beaucoup de types de contenus comme ça, et je te laisse rebondir dessus.
Ouais, là-dessus, c'est un gros enjeu, sachant que même moi, avant de tomber évidemment sur ces explications, sur des rapports et sur Anaïs, je n'ai plus tombé dans le panneau de certains contenus où on nous fait souvent passer les animaux comme en effet étant des animaux en détresse qui vont être récupérés par des projets de conservation, en tout cas des projets de réintroduction. Et en fait, on oublie qu'il y a toute cette espèce de big picture derrière, où en effet, on se retrouve avec un trafic d'espèces sauvages qui est presque comparable avec des trafics vraiment qu'aujourd'hui on essaye de réprimer au maximum, notamment au niveau des douanes, trafic de drogue, etc. Et aujourd'hui, il y a toute une espèce de réseau qui essaye de se monter, que ce soit entre les douanes dans les aéroports, mais aussi l'Union internationale pour la conservation de la nature et de nombreuses ONG qui sont présentes un peu partout dans le monde, qui essaient évidemment d'alerter le grand public, mais qui se trouvent quand même emprisonnés dans certains codes qui ne sont pas forcément les leurs. Quand on est une institution, quand on est une ONG, parler justement à des jeunes qui sont présents sur TikTok, qui vont zapper en quelques secondes un contenu et qui vont être juste happés un peu par à nouveau ce qui est soit sensationnel, soit ce qui est vraiment très attendrissant, c'est dur. Donc c'est aussi un peu l'enjeu là de notre travail, c'est de se dire, nous, on fait partie de cette nouvelle génération. On fait partie de la génération qui va passer jusqu'à 5-8 heures sur son téléphone à swiper et à parfois tomber dans des pièges. Donc comment est-ce qu'on peut mettre au service de ces organisations, au service de ce sujet-là, je dirais une vision du monde, un rapport aussi à la technologie, pour se dire peut-être qu'on va arriver à retourner un peu l'appareil contre lui-même, puisqu'il y a de nombreux influenceurs engagés qui aujourd'hui essaient aussi d'utiliser les algorithmes contre lui-même, en nappant avec une accroche ou un petit truc sur, typiquement, votre influenceur préféré a fait telle dinguerie, et puis en fait, au bout de quelques secondes, bam, on va passer sur la thématique qui est la nôtre sur le trafic d'espèces. Il y a des trucs qu'on aimerait bien tester aussi, mais de dire, là, en fait, vous cliquez sur ce bouton et vous pouvez nous aider à amener des animaux dans un centre de conservation, et en fait, quand vous cliquez, vous vous rendez compte que vous arrivez sur une page qui vous explique que vous étiez plein de bonne volonté, et c'est super, mais en revanche, en ne sachant pas qui se cache derrière ce genre d'initiative, vous allez nourrir potentiellement tout un système, tout un trafic qui aujourd'hui a des effets qui sont délétères. Et je pense qu'un truc qui est super important à comprendre, c'est que une des manières d'agir, vous l'avez compris, là aujourd'hui les réseaux sociaux sont quand même dans des mains assez complexes à bouger. En revanche, il y a un vrai levier sur la demande, de vous faire comprendre qu'en fait les animaux, c'est pas une propriété, c'est pas quelque chose qu'on peut dominer, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Et ça, c'est un vrai point qui est important, c'est que les animaux sauvages ne sont pas des animaux domestiques. Et ça dit aussi de notre rapport au vivant. Notre rapport au vivant, il est erroné jusqu'au point à penser que les animaux sauvages peuvent être heureux dans des maisons, dans des jardins, avec des vêtements, avec des mises en scène, dans les bras de félins, avec des espèces qui n'ont rien à voir avec leurs congénères. Donc ça montre aussi d'une part la méconnaissance qu'on a sur le monde du vivant, qu'on a souvent un peu mis de côté. On l'a décrédibilisé. Ceux qui parlent des sujets liés au vivant, aux animaux, c'est un peu bébête, c'est un peu niais, c'est un peu un sujet secondaire. En fait, la vérité, c'est qu'elle est beaucoup plus profonde. Ça parle de notre rapport au vivant, à tout ce qui est autour de nous et à la manière dont on prend vraiment en considération les autres. Il ne s'agit pas d'avoir un lien de domination ni d'appropriation, mais c'est plutôt un lien d'humilité, d'interdépendance, de reconnaissance de ce que sont les autres espèces. Et je pense qu'un point aussi qui est super important sur cette notion d'humilité, c'est de se rappeler que les animaux, et c'est encore d'autant plus vrai pour les chimpanzés avec lesquels je travaille, on a plus de 98% d'ADN en commun avec eux. Donc c'est-à-dire que ce que vous ressentez en termes d'émotions, de sentiments, de sensibilité, c'est la même chose en fait pour eux. Et je pense que c'est important de se re-rappeler et de re-regarder ce qui est autour de nous avec beaucoup de gratitude et d'humilité, en se rappelant qu'on n'est pas au-dessus, on fait partie d'eux, et donc que c'est pas ok, que c'est pas normal, et que c'est pas un petit sujet en fait finalement d'avoir ce type de phénomène qui se développe. Ça veut aussi dire qu'on a quelque chose de culturel, de moral à changer sur la manière dont on prend en considération ce qui est autour de nous. Ouais. Et concrètement, ça c'est très lié à tous les enjeux d'imaginaire, comme on a pu le voir avec le fait de prendre l'avion, où aujourd'hui, évidemment, on ne va pas aller attaquer individu après individu, parce qu'en fait, on a tous des désirs, des envies qui ont été aussi façonnées, comme on a pu le dire dans les parties précédentes de ce panel, par la pub, par ce qui est considéré comme désirable dans notre société. Donc l'idée, c'est d'aller toucher à ces influenceurs, à ces personnes qui aujourd'hui ont des bases d'abonnés qui sont conséquentes, et de leur faire comprendre que non seulement on sait ce qui se cache
derrière leur contenu et derrière leur comportement, mais qu'elles ont une responsabilité, tout comme quand on est, j'en sais rien, Kim Kardashian en train de se montrer dans son jet privé, quand on est un influenceur qui se monte à l'autre bout du monde en train de prendre des photos avec des chimpanzés, avec des lions, etc., on a exactement la même responsabilité. Donc les prochaines étapes, c'est évidemment d'aller travailler avec les plateformes, de se dire comment est-ce que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, etc., ces plateformes-là ont aussi un devoir de modération. Un devoir de modération, pas uniquement quand on envoie un coup de pied dans un animal domestique, mais aussi quand on vient accepter des contenus qui, derrière, alimentent des trafics, et des trafics qui sont aussi liés à du terrorisme, à du trafic d'enfants, etc. Et derrière, il y a évidemment tout l'appareil juridique, parce que, évidemment, quand on est un influenceur français et qu'on va à l'autre bout du monde avoir ce genre de comportements qui sont répréhensibles par la loi ici sur notre territoire, on doit pouvoir être poursuivi de la même manière. Et donc ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui déjà d'en faire un sujet de société, de vous mettre au courant de tout ça, pour derrière aller, je dirais, mener une campagne de plaidoyer qui soit la plus impactante possible. Et donc pour ça, on a préparé un petit QR code qui vous permet juste en le scannant de laisser votre mail, puisqu'on va lancer des enquêtes, on va lancer aussi des dispositifs pour que les citoyens et citoyennes qui le souhaitent puissent aller identifier collectivement les contenus qui posent problème sur les réseaux sociaux, et qu'on puisse collectivement montrer déjà que c'est un phénomène d'ampleur, parce qu'on n'en a pas conscience toutes et tous, et derrière mener les actions qu'il faudra avec les plateformes et l'État également. Donc je vous remercie et je vous invite à le scanner et à nous rejoindre sur ce sujet-là. Je vous remercie en tout cas.